Alors, un PowerPoint corporate sur le donjon design dans Kujira. Quatrième donjon, c'est le géant de pierre. On va parler du lore, de l'apparence du donjon, des inspirations, de la musique, des énigmes et de la structure générale. Alors, en ce qui concerne le lore, c'est une carrière de statues vikings. Donc, tous les statues vikings du jeu proviennent de cette carrière. C'est le père de Tabula et donc le grand-père de Poésie et Fiolin, Blutric Obsten, qui est donc l'inventeur des statues vikings, et les vers, qui sont le boss du donjon, causaient déjà des problèmes à l'époque où cette colline était une carrière. La colline, vu qu'elle était creuse et anthropomorphe, a pris vie, puisque c'est la règle dans Kujira. La colline a un nom, c'est Ymir, c'est un nom, d'un géant de la mythologie nordique. C'est pas le géant nordique qui a inspiré, le donjon, c'est juste un nom qui a été rajouté, a posteriori. La colline pleurait parce qu'elle était seule, hem, c'est pas vraiment dit si c'est ça ou non qui a causé, l'abandon de la carrière ou si c'est juste, la mort de Blutric Obsten. Ensuite, il y a Ringo l'érudit qui en a fait son donjon, qui est devenu ami avec la colline. C'était un musicien, donc il jouait de la musique pour la colline. C'est d'ailleurs, avec la musique de Ringo qu'on réveille la colline et qu'on peut accéder au donjon. Et pour une raison inconnue, Ringo a mis des pépins de pommes dans le géant. Les vers se sont nourris des pépins de pommes et donc en fait tous ces événements-là, heu, l'époque de la carrière, l'époque des pommes, ont eu lieu avant le début du jeu, à peu près simultanément et on savait déjà que, les érudits étaient presque contemporains de l'époque du jeu puisque Poésie a été, contemporaine de l'Allumeur de réverbères qui était contemporain de l'érudit Kazé, du troisième donjon. Donc tous ces événements ne sont pas si anciens. Les apparences et les inspirations, il y a plusieurs thèmes, la musique, via Ringo l'érudit, la carrière, carrière de statue, hem et les pommes. Bon, c'est 3 thèmes qui n'ont rien à voir, mais ça fait le donjon. Une inspiration, c'est évidemment, Zelda Minish Cap, avec son temple de la forêt et son tonneau dans la salle principale, qui a inspiré la pomme qui roule dans la première salle du donjon. Peut-être comme inspiration, il y a eu James et la grosse pêche de Roald Dahl, un petit garçon qui rentre dans une pêche géante. Peut-être dans les inspirations, il y a eu le Doudou méchant de Claude Ponty. Heu, J'étais prêt à dire dans les inspirations que pour ce donjon, il y avait pas d'inspiration particulière et il y a une semaine, je suis retombé par hasard sur, la couverture du Doudou méchant de Claude Ponty, qui est un livre qu'avait, ma petite sœur quand elle était enfant et là, j'ai vu une colline, barbue, bah, qui ressemble beaucoup au géant de pierre. Et donc je me suis dit: «C'est peut-être une image qui m'a marqué et une référence inconsciente» et en parlant de référence inconsciente, faut savoir que tout le jeu, Kujira no Hara, est inspiré par, un dessin animé, des années 90 qui s'appelait Drôle de Vikings, en particulier l'épisode 23, donc une série de Ralph Christians et ça je m'en suis souvenu il y a pas si longtemps. J'ai eu une espèce de flash et pareil, je pense que ce sont des références inconscientes. Dans les références conscientes, il y a un haïku de Basho qui fait Kame wa Lulu, Yoru no Koori no Nezame kana, donc un vase se brise dans le gel de la nuit et je me réveille. Donc ça a inspiré une des énigmes du donjon. La musique, on va juste faire une analyse du thème du donjon. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur le thème du donjon?
Il y a 2 parties. Il y a une première partie qui est en la mineur naturel, et il y a une seconde partie ici qui va être en la mineur harmonique. Alors la première partie, elle suit un principe, extrêmement simple et extrêmement fondamental, c'est ce qu'on appelle le cycle des quintes. En musique, il y a un phénomène, qui est un peu semblable à la gravitation. Hem, un accord va avoir tendance à tomber sur un accord qui est situé à une distance d'une quinte, et on se laisse tomber du premier accord vers le deuxième. C'est un mouvement assez naturel qui ne demande pas d'effort. Et donc là, on a la, ré, sol, donc là c'est le cycle des quintes. On fait rarement le cycle des quintes en entier, sinon il faudrait 12 accords pour revenir, au point de départ. Alors on emprunte souvent des raccourcis, c'est-à-dire que, dès que 2 accords sont assez proches, on va pouvoir, glisser subtilement du premier au deuxième. C'est un mouvement assez discret, et ensuite on va pouvoir continuer le cycle des quintes, et là c'est exactement ce qui se passe. Entre le sol et le si, il y a juste une note d'écart. Et ensuite, on continue le cycle des quintes, donc on fait si, mi, la, et là, on a terminé la boucle. Et donc cette première partie, elle utilise beaucoup le cycle des quintes. Là, on a une deuxième phrase, pareil, la, ré, sol, do. On oscille un petit peu entre le do et le sol, et on boucle en passant du do au la, qui sont des accords très proches. Il y a qu'une seule note de différence. On répète la première phrase, la, ré, sol, si qui ressemble à sol, mi, la. Et avec la dernière phrase, on commence un cycle des quintes, la, ré, sol, et finalement on remonte le cycle des quintes à l'envers, sol, ré, la. Et quelque part, en fait, on a été entraîné vers le bas, dans une espèce de chute, infinie avec ce cycle des quintes, et à la toute fin, la conclusion, c'est qu'on remonte, on refuse de tomber. C'est un petit peu ça. Et donc, un cycle des quintes à l'envers, on appelle ça un mouvement plagal. C'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur cette première partie. Il y a une petite bizarrerie ici, le do, c'est pas vraiment un do pur. Hem, c'est un do, fa, si. C'est une espèce d'accord lydien qui se fait passer pour un do. On peut le voir comme un do suspendu, sus4, qui finalement, se se révèle être un vrai do, ici. Alors la deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut noter? C'est déjà que le rythme a changé. Avant, on était sur des mesures de 4 temps, et là, on passe à des mesures de 3 temps. Donc on assume vraiment le rythme ternaire. On passe un peu en mode valse. C'est pas une valse parce qu'une valse, c'est les 2 premiers temps qui sont importants, alors qu'ici, c'est le premier et le troisième. C'est ta, ta ta, ta ta. Je suis pas sûr, mais je crois que dans la musique baroque, on appelle ça une courante. Et il y a aussi, les mouvements d'accords vont être différents, ils vont être un peu plus audacieux. Heu, dans la première partie, on se laissait tomber,
Et là, ça va être des mouvements où un peu on reprend le contrôle, sur sa direction. La nouveauté dans la deuxième partie, comme je disais, c'est, le la mineur harmonique, donc il y a un sol dièse qui va apparaître et ça permet de faire des choses intéressantes. Heu, Parce qu'ici, le cinquième degré, devient majeur. Entre le sixième degré et le cinquième degré, on va avoir juste un glissement, c'est l'accord majeur qui va descendre en entier d'un demi-ton et ça, c'est un mouvement, très, très intéressant. Donc ici, on a un bémol 6 5 1, heu, il est super ce mouvement. C'est un peu quand la musique devient émotionnelle. Sur la deuxième phrase, on termine sur le cinquième degré. C'est ce qu'on appelle une demi-cadence. Au lieu de conclure sur le premier degré, on laisse, le texte en suspens. C'est comme si on posait une question. Évidemment, on va devoir répondre avec, une seconde partie. Là, on fait cette fois-ci un bémol 6, bémol 7, 1 et c'est ce qu'on appelle un peu dans une cadence, Super Mario. On revient à la tonique en passant par, les accords majeurs, qui sont en haut de la gamme mineure, bémol 6, bémol 7. C'est un peu le côté optimiste, héroïque de la gamme mineure. Par la suite, on va faire une cadence un peu plus convenue, un simple 1-4-5-1, même si le 5 est remplacé par un 7 qui est un substitut, tout à fait équivalent. Et là, on va revenir à la tonique par les accords mineurs, surtout l'accord mineur 4, qui est très mélancolique. Hem, Par la partie pessimiste inférieure de la gamme mineure. On va rejouer un peu le glissement entre le 5 et le bémol 6 qui est très intéressant. On va finir encore sur une demi-cadence. On va reparcourir la partie, inférieure pessimiste, de la gamme mineure et à la fin, on a un 7, un degré 7, donc on nous offre, le chemin pour revenir sur la tonique et c'est un petit peu bizarre parce qu'on n'en profite pas. On va passer par un bémol 7, puis arriver à la tonique et au passage, on abandonne, le sol dièse et donc on va reboucler sur la première partie, du thème du donjon, qui lui n'a pas de sol dièse. Donc la boucle est bouclée. Conclure en passant par, le bémol 7 plutôt qu'en passant par le 7, c'est un peu la façon, optimiste, de conclure. Parce que le bémol 7, c'est le bémol 7, de la cadence Mario, alors que le 7, c'est le 7 de la cadence, 1-4-5-1 ou 1-4-7-1, donc qui est la cadence pessimiste. Donc après tous les questionnements, c'est on conclut de façon optimiste quand même et ça symbolise, un peu l'état d'esprit de la colline. Donc il y a une, 1re partie en la mineur, naturelle, ou mode éolien. Donc l'ambiance est plutôt une espèce de douce mélancolie. Donc on a un cycle des quintes qui représente une espèce de descente infinie dans la carrière, du point de vue du héros, mais aussi peut-être la démoralisation de la colline, suite à son abandon. Une
1re partie qui se termine quand même par une fin Plagal, donc on refuse, cette chute infinie. Et une partie B qui est toujours en la mineur, mais cette fois-ci en la mineur harmonique et qui va être beaucoup plus, émotionnelle avec des questionnements. Donc on a un mouvement très fort, le bémol 6-5, et puis on va utiliser 2 cadences, la cadence 1-4-5-1, qui est, une cadence assez pessimiste et une cadence 1, bémol 6, bémol 7-1 qui est une cadence assez optimiste et la partie B, heu, après cette tournée et retournée dans des questionnements, conclut quand même par un bémol 7-1 donc de l'optimisme. Peut-être la colline qui a retrouvé un ami en le héros. Les énigmes. Alors, il y a une première arme qui est, à l'honneur dans toute la première moitié du donjon, c'est l'éventail, qui est l'arme qu'on a obtenue dans le donjon précédent. Donc il sert à jouer la musique qui sert à réveiller le géant. Ça sert à faire tourner les passerelles avec des engrenages. Il y a des statues avec des ballons et des bouchons et il y a le mini boss nuage. Ensuite, la deuxième moitié du donjon, va surtout utiliser l'arme du donjon, donc la liane. Elle sert à vaincre le mini boss araignée et à vaincre le boss, du donjon, à savoir les vers. Il y a quelques énigmes, qui ne rentrent pas dans ces 2 catégories, des énigmes un peu marquantes qui sortent du lot. C'est important pour moi de ne pas juste, appliquer bêtement la règle et d'ajouter des énigmes, un peu imprévisibles, heu, pour donner un côté un petit peu plus spontané au jeu. Donc il y a la fameuse énigme du froid, inspirée du haïku de Basho, donc le vase qui se brise à cause du froid. D'ailleurs, le haïku est présent dans la salle pour, guider le joueur. Il y a une énigme de propagation du feu avec des blobs rouges, heu, qu'il faut amener jusqu'à une paille. Il y a une énigme dans l'entrée qui est la pomme qui roule, inspirée de Minish Cap et tout au long du donjon, on va essayer de faire descendre une pomme qui est prise dans des lianes et il y a une espèce de twist final où en fait le boss du donjon était dans cette pomme tout du long. La structure du donjon, on va faire le parcours du 4e donjon. Vu qu'il est pas linéaire, je vais procéder de la sorte. Je vais d'abord, récupérer toutes les clés que je peux obtenir à chaque instant et ensuite, lorsque j'aurai plus rien à récupérer, heu, j'irai ouvrir les portes. Il y a plein d'autres façons de parcourir le donjon, mais comme ça donne une façon de faire. On a parcouru le rez-de-chaussée, on traverse la pomme qui roule et on se retrouve ici, dans la salle principale. Alors là, donc il y a la pomme à décrocher. Il y a une première liane qu'on peut brûler ici, avec le mini boss des graines. Là, on a une serrure, donc on va passer par là. On voit une clé qui est encore inaccessible parce qu'il faut la liane. Là, on arrive dans la salle de la jarre qui éclate à cause du froid. Il y a un code, qu'on ne connaît pas. Ici, il y a la première jarre verte, du jeu. Donc on appuie sur les interrupteurs A1, A2. Ici, on fait le tour, on trouve le 3e, on peut passer, donc la jarre verte disparaît et on a une clé. Ici, c'est les passerelles pivotantes. Il y a beaucoup dans ce donjon de salles qui comportent une espèce de pont, c'est-à-dire que ici, là, je peux passer en dessous et puis il y a un autre chemin qui passe par au-dessus, et ce sont 2 chemins vraiment distincts. Il y a plusieurs croisements comme ça dans ce donjon, ça le rend très intriqué et ici, hop, on a une deuxième clé. Donc là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire en termes de ramassage. Je peux ici ouvrir une serrure, donc j'ai plus qu'une clé
et obtenir le code, ici C1, le mini-boss nuage, et on décroche la pomme. Avec la clé qui reste, on peut ouvrir cette serrure-là. On traverse la salle des passerelles. Ici, on arrive sur une salle qui est partagée entre les 2 étages et on peut brûler une liane pour faire tomber un coffre et le coffre, on le récupérera via l'étage inférieur. Ici, 2 clés. Donc là, on a 2 clés. Vu qu'on avait fait tomber la pomme, on a accès à l'étage du dessous. Alors on arrive ici, il y a des zones auxquelles on peut pas accéder parce qu'on n'a pas la liane. On peut récupérer une clé ici, d'emblée, ça nous fait 3 clés. On peut passer ici sous un pont pour récupérer une 4e clé avec les Bernard l'Ermite. On récupère la clé qu'on a fait tomber depuis l'étage supérieur. Et ici on est bloqué parce qu'on n'a pas la liane. Ce qui fait que là on a 5 clés. Ici on peut en consommer 2, hop hop, pour accéder à la liane, qui est l'arme du donjon, et donc on peut franchir tous les pointillés bleus qu'on a vus depuis le début. On n'a plus que 3 clés. Ici, une espèce de pont encore. Le boss araignée. Et on obtient une clé. On en a 4. Ici, on peut obtenir 2 clés avec la liane. On en a 6. On peut se souvenir de cette salle au début qui était inaccessible sans la liane. Donc on va récupérer cette clé-là. Heu, on en a 7. Ici, dans cette salle, en bas, il y a un code C2 qu'on n'a pas encore. Heu, on peut consommer 3 de nos clés ici, hop, pour détacher la pomme à gauche. On a 4 clés. On peut retourner, à cet étage-là ici, maintenant qu'on a la liane. On a à nouveau une jarre verte. On peut utiliser, 3 de nos clés pour, faire disparaître la jarre verte. Ici, bon, clé serrure, cette clé elle sert immédiatement et on obtient le code C2 et on revient dans la salle principale par un chemin à sens unique. Au sous-sol, on a enfin le code C2. On utilise notre dernière clé ici, après le mini-boss de la double araignée. Quelques énigmes basées sur le feu et on détache la pomme à droite. Et donc, on a accès au boss et on descend au dernier sous-sol. C'est un donjon vraiment non linéaire cette fois-ci. Le donjon 1 et le donjon 3 avaient des structures en peigne, donc ils étaient un petit peu non linéaires dans le sens où on avait le choix entre, différentes ailes. Mais là, on a un vrai donjon non linéaire. On fait des allers-retours dans tous les sens. Les embranchements sont récursifs, c'est-à-dire qu'on choisit à droite, à gauche et ensuite on tombe sur un nouveau carrefour et là, à nouveau, on doit choisir à droite, à gauche. On a des ailes qui sont peu profondes mais nombreuses, donc une structure un peu en arbre, alors que, le donjon 1 et le donjon 3 offraient, heu, des ailes très profondes. Donc là, on voit dans le schéma qu'on a vraiment une structure en arbre. Ça part un peu dans tous les sens, il y a des embranchements partout, on n'a pas du tout une structure en peigne. Il y a 33 salles dans le donjon. Alors c'est un petit peu moins que le donjon précédent, mais en fait la complexité cette fois-ci, elle vient, de la non-linéarité, alors que le donjon 3, il était gros mais assez simple. Alors que ce donjon, il a peut-être moins de salles, mais sa navigation est autrement plus compliquée, qui n'est pas reflétée par le nombre de salles. Dans ce donjon, il y a des alternatives aux clés. Il va y avoir des mots de passe pour ouvrir des portes. Il va y avoir, l'introduction des jarres vertes, où il faut activer plusieurs interrupteurs pour les faire disparaître. Et évidemment, il y a la pomme dans la salle centrale qui est prise dans les lianes et qu'il va falloir détacher à gauche et à droite, au premier sous-sol et au deuxième sous-sol. On a une complexité qui est d'une nature, très différente de celle du donjon 3. La complexité va vraiment être dans la navigation. Le taux de cloisonnement du donjon, il est de 1,7, c'est très élevé. Le donjon est très, très intriqué.
On a assez peu de 1. D'habitude, les 1 c'est synonyme, d'une aile assez profonde et linéaire et donc là, on a des ailes qui sont assez courtes finalement, mais très nombreuses. Il y a 4 étages, la salle d'entrée, le premier sous-sol, le deuxième sous-sol et le troisième sous-sol qui est la salle du boss, donc ça en fait le donjon le plus haut du jeu. Cette gestion des étages, elle apporte, déjà une bonne complexité dans la navigation. Je l'ai pas exploité plus que ça. Il y a qu'une seule salle qui est commune aux 2 étages, la salle où il faut faire, tomber un coffre et aller récupérer le coffre, via le deuxième sous-sol. Si j'avais exploité beaucoup plus, la verticalité entre les étages, le donjon aurait été, trop labyrinthique et la courbe de difficulté aurait été, trop pentue.